Bon, donc quel constat on peut faire de la planète aujourd'hui? Malheureusement, on ne peut pas faire un constat très optimiste. La planète aujourd'hui est pratiquement en état de ne plus pouvoir satisfaire les besoins de croissance infinie du capitalisme mondial. Et la planète n'arrive plus depuis déjà au moins 50 ans, peut-être début, ou en tout cas début des années 2000, à suivre le rythme de la maximisation de la production et du profit que veut le capitalisme. Malheureusement, le capitalisme est dominant. Bon, il est multiforme, il y a le capitalisme industriel, le capitalisme qu'on appelle entrepreneurial, le Japon, l'Allemagne, etc. Il y a le capitalisme financier à l'américaine, bon, le capitalisme asiatique, on ne sait pas trop ce que c'est maintenant, mais on en parle. Mais quel qu'il soit, il est maximaliste. Or, la croissance infinie est impossible. Alors voilà une grande contradiction qui fait que, entre le capital et la planète, les directions divergent. C'est que la croissance infinie est impossible. Si on prend un taux de croissance de seulement 4% par an, c'est pas beaucoup, 4% par an pour toute la planète. Et si on prend la formule de l'intérêt composé, on voit très vite que tous les 15 ans, on multiplie absolument tout par deux. Tout est doublé, tous les 15 ans, avec 4% de taux de croissance. Alors si toute la planète, tous les pays de cette planète, font 4% de taux de croissance par an, tous les 15 ans, on double tout. Les aéroports, les universités, les routes, les autoroutes, les voitures, les maisons, absolument tout. Alors si on voit sur un siècle, il y a à peu près, disons, 6-7 fois, disons 7 fois 15 ans dans un siècle, ça nous donne une multiplication des produits et services sur cette planète de 2 à la puissance 7, c'est-à-dire 128. Alors, qui peut imaginer qu'à la fin de ce siècle, on ait 128 fois plus d'autoroutes, 128 fois plus d'aéroports, 128 fois plus de ports, 128 fois plus d'avions, de navires, d'hôpitaux, d'universités, il n'y aura plus de planète. Donc, le problème avec la planète, c'est qu'il faut, pour la respecter, il faut appliquer ce qu'on appelait à un certain moment la croissance zéro. Ça, contrairement à ce que beaucoup de monde pense, ce n'est pas le Club de Rome, c'est un groupe d'économistes américains à la tête desquels se trouvait parce qu'il est décédé, John Kenneth Galbraith, qui avait eu cette idée de croissance équilibrée. Croissance zéro, ça ne veut pas dire on ne produit plus, ça veut dire on produit en fonction de l'augmentation des besoins et pas en fonction du désir d'augmentation infinie des profits. C'est très différent. Si on a une économie qui produit en fonction des besoins, au rythme de l'augmentation des besoins des populations, c'est tout à fait autre chose que d'avoir une économie qui évolue en fonction du besoin infini de profit de ceux qui veulent faire du profit. Donc, alors voilà, le constat que je peux faire sur une planète, c'est qu'elle est vraiment... Enfin, on dit la planète est en danger. En fait, la planète n'est pas en danger. La planète, on est en train de la salir, on est en train de la polluer, on est en train d'éliminer des espèces vivantes à un rythme hyper accéléré. Dans les 10, je sais pas moi, les 50 dernières années, on a perdu 1000 fois plus d'espèces que depuis qu'on calcule la disparition des espèces. Donc ça disparaît par centaines par jour, que ce soit végétal, marine, animal, des centaines d'espèces par jour. Et bon, donc la planète ne peut pas suivre. Alors voilà, croissance zéro, qui va accepter croissance zéro? Croissance zéro, ça veut dire on ne produit des automobiles qu'en fonction de l'augmentation du besoin d'automobiles par habitant. Et encore, l'augmentation du besoin d'automobiles par habitant qui respecte l'écosystème, qui respecte les équilibres écologiques, qui respecte... Ben ça veut dire qu'il faut faire des profits raisonnables. Donc des profits beaucoup moindres que ce qu'on appelle les profits qu'on fait maintenant, qui sont les profits qu'on veut maximum. Or, la Terre ne fait rien de maximum, il n'y a rien de maximum dans cette Terre, les profits. Alors la Terre, la planète, elle est bon en danger, bon, je ne sais pas trop, mais la Terre, elle fera ses
ce sont 2 ou 3 milliards d'années prévues. Mais le problème, c'est nous qui sommes en danger. C'est la planète, à ce rythme-là, la planète va nous éliminer. Alors il y a des nouvelles maladies qui naissent à cause de la pollution, à cause de la contamination des fleuves, des poissons, de la nourriture, des terres, des maladies qui avaient disparu complètement, qui réapparaissent maintenant avec le réchauffement climatique. Alors la fonte des glaces du pôle Nord, du pôle Sud, de la Sibérie, tout ça, ça fait qu'il y a des cadavres d'animaux comme les mammouths, par exemple, qui ressortent, ou d'êtres humains, et qui étaient morts de maladies qui avaient disparu. La variole, je ne sais pas moi, le typhus, etc., les maladies comme ça, l'anthrax, la maladie du charbon, et qui réapparaissent maintenant à cause de... Donc la planète, si on continue comme ça, elle va nous éliminer avant de trop souffrir. Alors donc voilà pour la première question. Le constat que je peux faire sur la planète, c'est que vraiment, elle ne peut plus suivre. Elle ne peut plus suivre le rythme de profit maximum que veut le capital mondialisé. Quel est le rapport qu'entretient le capitalisme avec la nature? Le capitalisme considère la nature comme des stocks infinis. L'idéologie capitaliste n'a aucune autre conception de la nature sinon comme stock infini d'input, d'intrants pour la production industrielle et pour faire des profits. Or, la nature n'a rien d'infini ni de maximum. La nature, c'est les équilibres homéostatiques, les équilibres stationnaires et les équilibres sur le long terme. La nature ne connaît ni le court terme, ni le maximalisme. Donc, quand on voit ce que fait l'entreprise, ce que veut le capitalisme, ce que veut le capital, c'est tirer le maximum de cette terre. Or, il n'est pas possible de faire le maximum de profit avec le maximum d'arbres. La terre ne donne pas le maximum d'arbres dans les arbres qu'elle peut. On ne peut pas faire le maximum de profit avec le maximum de sardines. L'océan donne des sardines qui peut, il n'y a rien de maximum. S'il y avait un maximum de sardines et un maximum d'arbres, il n'y aurait rien d'autre. Donc la terre, la nature entretient des équilibres entre les différentes espèces vivantes et c'est comme ça qu'elle dure. On appelle la durabilité, sustainable en anglais. Donc le problème, c'est que le rapport que le capital entretient avec la nature, c'est un rapport complètement en opposition en termes de rythme avec la nature. C'est-à-dire que le capital veut des augmentations exponentielles, donc en termes géométriques, augmentation géométrique, alors que tout ce qui est de la terre n'augmente qu'en raison arithmétique, pour reprendre ce qu'avait dit Ricardo. Et Ricardo avait raison finalement. Quand Ricardo avait dit attention, les besoins humains augmentent de façon exponentielle, alors que la capacité de la Terre à les satisfaire augmente de façon plus modérée. Donc le capital entretient avec la nature un rapport d'ennemi. Le capital fait de l'être humain l'ennemi de la nature. Et si on traite la nature en ennemi, elle va nous le rendre. C'est pas étonnant. Donc si je prends quelques chiffres, tout à l'heure on a vu les taux de croissance avec la première question, là on va voir la question de la capacité de cette nature, de cette terre, à donner au capital mondialisé ce qu'il en cherche, ce qu'il veut, faire du maximum de profit avec ce que la terre donne. Alors si on prend la façon dont fonctionne la nature, c'est ce qu'on appelle les équilibres homéostatiques ou les équilibres stationnaires, j'en ai parlé tout à l'heure, mais là je vais détailler un peu. C'est ce qu'on appelle aussi les boucles de rétroaction négatives. C'est-à-dire que la nature, l'univers, pour garder l'équilibre entre les astres, les constellations, les galaxies, etc., et au niveau de la Terre, les équilibres entre ce qui constitue cette Terre, la végétation, les animaux, les humains, eh bien, la boucle de rétroaction négative, ça veut dire quand quelque chose va trop dans un certain sens,
à un certain seuil, il y a une action inverse, qu'on appelle la rétroaction. Ce n'est pas une réaction, c'est une rétroaction, c'est-à-dire une action dans le sens contraire. Alors je vais prendre un exemple simple, c'est si on prend un bosquet dans lequel il y a des lapins et des loups. Le nombre de lapins augmente. Quand il arrive à un certain seuil, il y a tellement de loups qui se nourrissent de lapins qu'ils commencent à manger les lapins plus vite qu'ils ne se reproduisent. Donc la quantité de lapins diminue. À un certain seuil, il n'y a plus assez de lapins pour nourrir tous les loups. Donc les loups diminuent. Et là, les lapins augmentent. Et si on prend l'allure des courbes des lapins et des loups, on voit que ça se fait entre deux limites, un minima et un maxima, qui est l'optimum, la moyenne, donc c'est l'équilibre. Mais pour que cet équilibre soit conservé, il n'y a aucun loup qui va avoir l'idée de dire aux autres loups, aujourd'hui on capture le maximum de lapins. Ça n'a aucun sens. S'il capture le maximum de lapins aujourd'hui, il n'aurait rien à manger demain. Non, il n'y a que l'être humain qui a ce raisonnement idiot, ce raisonnement qui n'a aucun sens. Il est idiot parce qu'il est complètement contre les lois de la nature et de l'univers. On ne peut pas faire le maximum de quoi que ce soit. Alors vouloir le maximum de profit, comme je disais tout à l'heure, ça revient ici, à faire des boucles de rétroaction qu'on appelle positives. Or, ça n'existe pas. Les boucles de rétroaction positives n'existent pas ni dans la nature, ni à l'échelle de l'univers. Boucle de rétroaction positive, ça veut dire une action qui va dans un sens et qui est toujours renforcée dans le même sens. Voilà. Imaginons des arbres, des eucalyptus qui poussent à Alger, et ces eucalyptus poussent en résonance géométrique, c'est-à-dire en se multipliant, comme la fameuse suite de, mon Dieu, j'ai oublié son nom en italien, la suite comme la reproduction des lapins, quoi, 2, 8, 32, 64, 128, etc. C'est pas 2, 4, 6, 8, tout de suite ça devient énorme. Alors, s'il y a une boucle de rétroaction positive, de reproduction par exemple de l'eucalyptus, au bout d'un siècle, pratiquement, l'Algérie ne sera que de l'eucalyptus. Bon, heureusement qu'il y a des boucles de rétroaction négatives qui font que d'autres espèces, des prédateurs, des oiseaux, je ne sais pas comment, enfin peu importe, il y a des mécanismes que la nature a inventés qui fait que le nombre d'eucalyptus n'augmente qu'en permettant que le nombre de chênes lièges, de palmiers, de je ne sais pas quoi, pousse aussi. Et puis c'est pas n'importe quel climat qui convient à l'eucalyptus, donc il y a des climats qui conviennent à l'eucalyptus. Et c'est des équilibres, rétroaction négative, équilibre toujours. Bon. Donc l'entreprise qui veut le profit maximum, elle fait ce qu'on appelle donc une boucle de rétroaction positive, parce qu'aujourd'hui, si elle fait 1000 $ de profit, demain elle en veut 10 000, après-demain elle en veut 100 000, 1 million, jusqu'à plus l'infini. Or, plus l'infini, c'est aller vers l'explosion. On ne peut pas. Cette Terre ne donne rien d'infini, et on le voit maintenant d'ailleurs, on commence à en voir les conséquences. Et je vais conclure d'ailleurs avec cet aspect-là, ce qu'on appelle le Earth Overshoot Day, je vais expliquer ça dans un instant. Donc, l'entreprise, elle, fait cette boucle de rétroaction positive, ascendante, vers plus l'infini. Mais la nature n'admet pas, ne comprend pas, ne tolère pas de boucle de rétroaction positive. Donc, la nature compense. Elle compense comment? Par une autre boucle de rétroaction positive qui est, elle, descendante. C'est-à-dire que quand, par exemple, General Motors fait 100 000 $ de profit, la nature élimine 50 baleines dans le golfe du Saint-Laurent. Et si on fait au Canada, pourquoi je prends cet exemple exprès? Parce que c'est véridique, il y a les hauts fourneaux et les usines de General Motors qui sont le long d'un réseau hydrographique qui finit dans les grands lacs des États-Unis et du Canada et qui finit dans le Saint-Laurent. Plus de 120 métaux lourds différents, toxiques, dans le Saint-Laurent, qu'on n'ose même pas toucher, parce que si on remue ça, on ne sait pas ce que ça va faire en termes synergiques, et qui va jusqu'au Golfe, le golfe du Saint-Laurent, donc l'Atlantique, il y a des eaux douces qui se mélangent aux eaux, c'est un énorme écosystème, où une grande quantité de baleines se reproduisent, et viennent se nourrir, etc. Et donc là, on trouve, quand on fait un nécropsie de ces baleines, nécropsie, c'est l'autopsie des animaux,
eh bien on les trouve farcis de métaux lourds qui viennent directement des usines de General Motors, qui tuent ces baleines. Alors quand vous voyez par exemple à la télévision, on vous montre voilà, un groupe de baleines ou de marsouins ou de belugas ou de cétacés, de dauphins échoués, on vous dit ils se suicident. Mais on se moque du monde, ils ne se suicident pas. Qu'est-ce qui arrive? Ces animaux-là, quand il y a 2-3 tempêtes successives, qui durent une semaine, 2 semaines, et qui ne se nourrissent pas, ils commencent à utiliser la graisse. Or, c'est dans la graisse que sont emprisonnés tous les métaux lourds qu'ils ont avalés toute leur vie, avec les crevettes, avec le plancton, avec le krill, avec ce dont ces animaux se nourrissent. Mais il y a un mécanisme de protection de l'organisme qui fait que le mercure, le plomb, le cadmium, le mirex, le zinc, tout ça, tous ces métaux lourds absolument toxiques, des poisons, sont emprisonnés dans le gras. Donc ils ne passent pas dans le métabolisme, ils ne passent pas dans le système de vie de l'animal. Mais après 2-3 semaines sans manger, évidemment, ils commencent à utiliser la graisse. Ce qui fait que ces métaux lourds qui étaient prisonniers se libèrent et qu'ils rentrent dans le métabolisme. Et le premier système qui est attaqué par le mercure, par le plomb, par le zinc, par le cadmium, par le tungstène, par ces métaux extrêmement toxiques, c'est le système nerveux central. Donc ces animaux perdent le sens de l'orientation. Et ils ne savent plus où aller. Ils s'échouent, ils meurent. Mais il n'y a aucun journaliste qui ne va jamais dire à la télévision, regardez ces baleines qui meurent à cause des profits de General Motors. Le premier journaliste qui dit ça, il perd son poste. Donc il est obligé de raconter des histoires, de dire se suicide, enfin c'est aberrant. On n'a jamais vu des baleines déprimées qui prennent du Prozac et qui consultent un psychiatre parce qu'ils sont déprimés et qui décident de se suicider. Enfin, on se moque du monde. Bon, donc, alors voilà, la nature compense comme ça. Ford fait 100 000 $ de profit, la nature élimine des belugas, des marsouins, des arbres, le climat qui réchauffe, le glacier de l'Antarctique qui vient de se détacher, etc. Donc la nature compense. Ce que l'homme fait en positif ascendant, la nature le compense en positif descendant. C'est sa façon de faire la rétroaction négative qu'elle peut. Alors, l'autre élément, cette rétroaction négative descendante de la nature, que fait la nature, c'est par exemple l'homme de chômeur, la pauvreté. Aujourd'hui, comme l'a dit Bernard Maris ou Jacques Généreux, en paix à son âme, Bernard Maris est mort, on l'assassine dans l'attentat de Charlie Hebdo. Mais c'est un économiste agrégé, tout ça, il a eu cette formule magnifique. Aujourd'hui, ce n'est plus les profits qui créent l'emploi et les milieux de vie, de qualité de vie des êtres humains, c'est la pollution et le chômage qui créent le profit. Et on y est arrivé. Bon, donc je termine parce que j'ai annoncé tout à l'heure ce qu'on appelle le Earth Overshoot Day. C'est le jour où on a épuisé tout ce que la nature donne au bout d'un an. On a commencé à calculer ça en 1970. C'est une agence américaine qui calcule ça. En 1970, le 8 décembre 1970, on avait terminé tout ce que la Terre, alors on pensait l'eau, l'acier, le fer, le bois, enfin tout ce que vous pouvez imaginer. On a terminé ça le 8 décembre. Ce qui fait qu'à partir du 8 décembre 1970, on vivait sur à peu près un mois de crédit sur 1971. Alors on saute les années, on ne va pas tous les faire. Si on prend 1993, ce Earth Overshoot Day a reculé au 21 octobre. Donc le 21 octobre 1993, on vivait déjà sur près de 2 mois et demi, 3 mois de crédit sur 94. 2003, 10 ans après, il a reculé d'1 mois. C'était le 22 septembre. Donc le 22 septembre 2003, on vivait sur pratiquement 4-5 mois de crédit sur 2004. Maintenant, 2017-2018, le Earth Overshoot Day, donc 2016-2017, c'était le 8 août, ce qui veut dire que maintenant, à partir du 8 août prochain, on va vivre sur pratiquement 6 mois de crédit de 2018. Et ce jour ne fait que reculer. Quand il arrivera au 1er janvier, c'est-à-dire que quand le 1er janvier de 2050, par exemple, on aura terminé ce que la Terre ne donne qu'au 31 décembre,
Là, ça voudra dire qu'on n'a plus de planète. C'est fini. Alors voilà, le rapport qu'entretient le capital avec la nature, c'est que le capital, le capitalisme mondial, considère la nature sur le même raisonnement que l'augmentation infinie de l'argent. L'argent, il n'y a pas de problème. C'est des digits maintenant. Des digits, vous pouvez accumuler ça à l'infini, il n'y a aucun problème. Mais accumuler des arbres à l'infini, c'est pas possible. Des sardines, des maquereaux, des morues, c'est pas possible. Ça n'existe pas. Donc, alors voilà le rapport que le capital entretient avec la nature, et ce rapport est un rapport d'antagonisme, et ce n'est pas le capital qui va gagner. La majorité la question que vous me posez, là, c'est la majorité des efforts en vue de corriger les fautes écologiques que nous commettons se font au niveau des individus. Donc, que chacun, chacune, dans sa vie quotidienne, trie ses déchets, fasse ceci, fasse cela, je ne sais pas quoi. Bon, économise, gaspille moins d'électricité, moins d'eau, moins de... C'est epsilon, c'est faire fausse route. C'est malheureusement culpabiliser le non coupable. Parce que ce n'est pas les individus qui sont coupables de la pollution à grande échelle. Les problèmes écologiques à grande échelle, à très grande échelle, donc qui font que cette nature, que cette terre est en train d'être perdue, ce n'est pas à l'échelle individuelle que ça se fait, c'est à l'échelle des corporations, c'est à l'échelle des multinationales, à l'échelle des transnationales. C'est là que le vrai problème se passe. Alors, un exemple que je donne souvent dans mes conférences pour mes étudiants, à l'échelle individuelle, oui, on a des efforts à faire, bien sûr. Mais le problème, c'est que si on nous culpabilise à l'échelle individuelle, on a l'impression que si individuellement, on risque d'avoir l'impression que si individuellement, on arrête de jeter nos mégots, on trie les plastiques, on trie le verre, on recycle le papier, on recycle les déchets organiques, tout ça, on se déculpabilise. Donc on se dit, voilà, tout va bien, la nature va bien, tout va bien. Et ça, c'est faire fausse route, c'est déculpabiliser les individus à leur échelle, et donc les empêcher d'agir contre les vraies sources de dégradation écologique que sont les entreprises. C'est pas parce que je ne jette pas mes mégots dans la rue, que je trie mes légumes, je trie mes ceci, je trie mon verre, je trie mon plastique, etc., que je vais arrêter la titanesque pollution que crée l'industrie mécanique, que crée l'industrie du pétrole, que créent toutes les industries, toutes les multinationales à l'échelle. Donc, alors l'exemple que je donne, c'est comme si agir à l'échelle individuelle, à l'échelle des individus, c'est comme si on avait un verre d'acide chlorhydrique sur la table. Bon, il risque de tomber, il va brûler le tapis, je ne sais pas, il va peut-être brûler un peu ma chaussure. Mais ce que font les entreprises à l'échelle mondiale, c'est une bombe atomique. Alors, le plus urgent, c'est pas de faire attention au verre d'acide. Le plus urgent, c'est de s'assurer que la bombe atomique va pas exploser. C'est ça, c'est là-dessus qu'il faut mettre tous ces efforts. Alors c'est ça un peu, si je me permets une métaphore, une analogie, mettre l'accent sur les individus pour résoudre les problèmes écologiques, c'est comme mettre l'accent sur un verre d'acide chlorhydrique qui veut pas faire un trou dans le tapis et oublier qu'il y a une bombe atomique à côté qui va exploser. Donc, si on veut vraiment, alors je me demande si c'est pas trop tard maintenant, qu'il y ait quelque chose qui se fasse au niveau écologique, il faudrait que très très vite on ait une gouvernance mondiale, comme on a une mondialisation, donc on ait une gouvernance mondiale, je ne sais pas qui dépendrait de l'ONU ou je ne sais pas quoi, mais une gouvernance mondiale qui émette très vite des règles obligatoires, mondiales, qui stoppent immédiatement, mais immédiatement, la croissance des pays qui ont des croissances positives. C'est ça, le Club de Rome l'avait déjà émis en 1972, si j'ai bonne mémoire, premier rapport du Club de Rome, où il disait, attention, ça s'appelait Halte à la croissance. Ils ont commencé en 1968 à l'écrire, sur les bases de production de 1968, 68, 72, ils ont dit Halte à la croissance, il faut arrêter la croissance tout de suite.
Et ils ont préconisé comme solution à l'échelle mondiale ce qu'on appelle la croissance organique différenciée. C'est-à-dire que les pays à croissance positive doivent entrer dans des cycles de croissance négative pour que les pays à croissance négative puissent connaître la croissance positive. Autrement dit, les États-Unis, par exemple, la France, l'Europe, le Japon, les pays riches, la Corée du Sud, le Canada, devraient, maintenant peut-être la Russie, enfin les pays du BRICS aussi, rentrer dans une phase de décroissance. Cette décroissance négative, c'est-à-dire moins 10, moins 15%. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que la famille américaine moyenne qui achète maintenant 3 ordinateurs par famille, 4 téléviseurs, 3 voitures, 3 chambres par personne, etc., eh bien ces familles américaines doivent commencer à se contenter d'un ordinateur par famille, d'une voiture par famille, d'une chambre pour 2 par famille, etc. Donc baisser pour que l'Afrique, pour que l'Amérique latine, pour que l'Asie, pour que l'Inde, etc., eux connaissent une croissance positive. Parce qu'on ne peut pas tous avoir une croissance positive. Alors voilà un peu tous les problèmes qu'ils posent, les problèmes écologiques. Ce n'est pas juste la santé de la nature et son intégrité, c'est aussi notre présence sur cette terre qui est en jeu. Alors là, il faut jouer carrément au niveau du comportement des entreprises, qu'elles arrêtent de traiter cette terre comme une source infinie de profit, ça ne peut pas durer.